messieurs, bienvenue. Vous regardez i24 News. Merci de votre fidélité à nos programmes sportifs. Un programme 5 étoiles. Aujourd'hui, vous allez voir avec du football, du basket. Regardez les titres que nous avons développés. Aujourd'hui, demi-finale retour de la Ligue des Champions. Le Bayern de Munich reçoit le Real Madrid pour une place au paradis. Portrait d'un héros au Brésil, considéré par beaucoup comme le leader technique de la Seleção. Neymar porte tous les espoirs de son équipe. Son rôle, gagner la Coupe du Monde chez lui. Les playoffs de NBA continuent entre scandale et surprise. Le Heat de Miami ne se pose pas de questions et se qualifie 4-0. Enfin, une séquence que vous allez apprécier, vous amoureux du football, notre top 5. Des plus beaux buts du week-end, des coups francs, des frappes lourdes, vous ne manquerez à rien. Et c'est le duel des géants, une finale avant l'heure, le Bayern de Munich face au Real Madrid. Je vous rappelle que les Allemands ont été battus à l'aller 1-0. Ils ont gagné à 5 reprises la Ligue des Champions, dont l'édition 2013. Et le suspense est entier. Les tenants du titre, les Allemands, ont les capacités pour retourner la situation à domicile à l'Allianz Arena. Une régularité, une maîtrise collective depuis plusieurs saisons. Voici les atouts du Bayern à domicile. Les Bavarois ont les qualités et la capacité pour renverser n'importe quelle formation. Le Bayern peut mettre le feu dans une défense, même celle du grand Real Madrid. Attention, néanmoins, si l'attaque du Bayern est imparable, la défense de son côté a montré quelques signes de faiblesse, notamment contre le Real Madrid ou encore le Werder de Brême ce week-end, où malgré la victoire, les Bavarois ont encaissé 2 buts. Je vous propose d'écouter Robben à l'approche de cette demi-finale décisive. Je ne veux pas parler d'un autre match, d'un autre club, d'une autre équipe, seulement de cette demi-finale. Nous sommes très concentrés sur ce match. Il faut que vous compreniez cela. Ce qu'il va se passer après, ce qu'il va se passer si nous nous qualifions pour la finale, je n'en parlerai pas. Nous ne parlerons pas de la finale, mais de la demi-finale retour. Nous avons une montagne à franchir et nous sommes très concentrés sur ça. Et le Real Madrid, de son côté, n'a plus atteint la finale de la Ligue des Champions depuis 2002. Et ce but magnifique, rappelez-vous, de Zinedine Zidane qui avait donné la victoire face au Bayer Leverkusen. Et ça fait 12 ans, une éternité pour un club de ce calibre. Les Madrilènes ont gagné 9 fois, la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et ils ont un objectif affiché cette année. Ramener à la maison le 10e titre européen. Carlo Ancelotti a l'occasion de prouver à l'Europe entière que le Real est bel et bien la meilleure équipe du monde. La Maison-Blanche souhaite retrouver les sommets et semble en mesure d'y parvenir cette saison à condition d'éliminer l'équipe bavaroise. La Casablanca a les armes pour ça. Cristiano Ronaldo dans sa meilleure version, bien assisté par Karim Benzema et Gareth Bale. On écoute d'ailleurs le Gallois toujours prudent avant d'affronter le champion d'Europe en titre. Ça va être très difficile. Le score de 1-0 à l'aller n'est pas décisif. Une chose est sûre, nous avons hâte. Nous savons que cela sera un match compliqué. Il y a un gros travail à fournir. Et j'espère que nous allons y parvenir et nous hisser en finale. Et avant de clôturer cette page football, une séquence plaisir pour vous, amoureux du ballon rond. C'est l'heure de notre top 5 des plus beaux buts. Regardez, on commence par les Pays-Bas. Feyenoord est toujours en course pour remporter le championnat local. Mais pour cela, il faut gagner. Les Rouges et Blancs ne sont pas priés. Ils écrasent le SSC Cambourg. Et le dernier but est une pure merveille. Une frappe surpuissante qui finit sa course en pleine lucarne. Et une belle victoire pour continuer d'espérer. Mais malheureusement pour le Feyenoord, les espoirs sont détruits par l'Ajax d'Amsterdam qui doit faire au minimum match nul pour être sacré champion. Et justement, les Ajacides ouvrent le score sur un coup franc somptueux, une frappe lourde qui heurte la transversale et termine sa course au fond des filets. L'Ajax ne remporte pas ce match, mais on ne vous en dit pas plus. L'égalisation se trouve dans ce top 5. En numéro 3, le Portugais du Real Madrid était en très grande forme contre Osasuna. Il s'en donne à cœur joie. Un magnifique doublé, dont cette frappe extraordinaire qui termine dans le petit filet opposé, bien loin du gardien, qui pourtant a tout donné pour tenter la parade, de quoi faire peur à la défense du Bayern de Munich. Et si l'Ajax ne s'est pas imposé sur Cambourg, c'est grâce à son artificier en chef, Martin Bartho. Le Néerlandais claque un coup franc plein d'effet qui laisse le gardien sur place. Et que cela ne tienne, l'Ajax d'Amsterdam fait match nul, mais ça juge le championnat pour la 33e fois de son histoire. Et notre palme d'or revient à Cristiano Ronaldo. Le Portugais, décidément en mode robot, marque une copie conforme de son premier but. Il redresse sa course vers la gauche et une frappe surpuissante dans le petit filet opposé. C'est surpuissant, c'est somptueux, ça fait très peur, surtout pour le gardien adverse.
Et on se souvient en début d'année du transfert de Neymar au FC Barcelone. Eh bien, à moins d'un mois de la Coupe du Monde, les Brésiliens attendent son retour au pays. Neymar sera bel et bien la star de la sélection brésilienne lors de cette compétition au Brésil. Le jeune joueur de 22 ans va pouvoir laisser pour quelques semaines l'ambiance intendue au sein du FC Barcelone et renouer avec sa terre natale. Il est là-bas une idole, notamment à Sao Paulo, où l'on le surnomme le crack. Regardez. C'est sur ce terrain que Neymar, l'attaquant vedette et espoir de la sélection brésilienne, a fait ses premières armes lorsqu'il était enfant. Un terrain de futsal, un football en miniature qui sert de tremplin à beaucoup de joueurs au Brésil avant de passer professionnel. Ici, à São Vicente, près de Sao Paulo, les jeunes considèrent Neymar comme un modèle. Il joue très bien, il est habile. J'espère un jour jouer comme lui. Neymar est né à Mogi das Cruzes, dans l'état de Sao Paulo, avant de déménager à l'âge de 4 ans dans ce quartier de São Vicente. Issu d'une famille modeste, il a longtemps habité chez sa grand-mère avec sa mère et son père, un ancien footballeur. Ici, tout le monde se souvient de lui. En 2003, il déménage dans une ville proche, Santos, et intègre l'équipe professionnelle. Il y jouait jusqu'à l'an dernier lorsqu'il a été recruté par le FC Barcelone. C'est dans ce stade de Vila Belmira qu'il a laissé les souvenirs les plus marquants. Le bonheur qu'il affichait avec le ballon, quelle que soit l'activité, marquait sa différence. Et bien sûr, déjà, il montrait des capacités de mouvement et des techniques impressionnantes. Malgré son départ pour l'Espagne, il n'a pas tourné le dos à son pays natal, où il continue de soutenir son église évangélique. Il aimait faire la fête, mais à l'église, il se comportait bien. Il était toujours à l'écoute. Il recherchait et il craignait Dieu. Il était sérieux à l'égard de Dieu. Il amenait beaucoup d'amis et venait souvent avec un bandeau sur lequel était écrit le nom de Jésus. Un engagement qui l'a poussé à lancer un projet pour des enfants défavorisés à Praia Grande, près de Santos. Ici, 2500 enfants devraient avoir accès à des terrains de sport, des soins médicaux ou encore des cours de soutien scolaire. Il s'agit d'inspirer les jeunes à réaliser leurs rêves, à améliorer leurs talents, à chercher la connaissance pour pouvoir se sortir de la réalité dans laquelle ils vivent. Le transfert de Neymar, troisième joueur de football le mieux payé au monde avec un salaire de 29 millions d'euros, a créé la tourmente à Barcelone où le niveau du joueur est jugé décevant. Le crack, comme on le surnomme au Brésil, espère donc se rattraper dans son pays lors de la Coupe du Monde. Et c'est l'heure de parler basket. Les derniers résultats, les infos marquantes qui a été vues au match cette semaine, c'est tout de suite et c'est avec Sarah Koskiewicz. Bonjour Sarah. Bonjour Valérie. Alors on commence tout de suite cette page NBA en prenant des nouvelles de Miami. Finalement, c'est la seule franchise tête de série qui s'en sort facilement pour le moment. Écoutez, j'aimerais dire que c'est sans surprise, mais en fait l'équipe de Miami s'est extrêmement bien battue pendant ce début de play-off, et ce malgré la blessure de LeBron James durant le match contre les Charlotte Bobcats. Il s'est blessé au 3e quart-temps, mais ça n'a pas empêché LeBron James et son équipe d'être donc qualifiés pour les premiers du côté Est. Bonne nouvelle pour Miami. Par contre, au contraire de Miami, Indiana inquiète et pourrait se faire éliminer dès le début des playoffs. C'est quand même incroyable parce que ce sont quand même les premiers de la conférence Est. Voilà, absolument. On pourrait même croire que les Pacers sont bipolaires, tant ils étaient bons durant la saison régulière et tant ils sont en danger pendant ces playoffs. Ils sont qu'à une seule défaite de l'élimination. C'est totalement critique. Et ils ont d'ailleurs perdu hier soir contre les Hawks d'Atlanta, 107-97. Et c'est tout à fait surprenant puisque des joueurs comme Roy Hibbert, c'est un très bon joueur, il n'a marqué que 0 points, il n'a marqué 0 points. C'est vraiment très inquiétant pour les Pacers. La pression de la compétition, peut-être. Certainement. Allez, on va jeter un coup d'œil sur tous les résultats, Sarah, à l'Est. Les Bulls de Chicago sont en mauvaise position et sont à une défaite de l'élimination, alors que Toronto et Brooklyn n'arrivent pour le moment pas à se départager. À l'Ouest, San Antonio se ressaisit et égalise à 2 partout. Portland n'est plus qu'à une victoire de la qualification. Les Clippers, dans la tourmente, font pour le moment jeu égal avec Golden State. Même chose pour la Thunder de Kevin Durant face à la franchise de Memphis. Et on va revenir tout de suite sur les news qui ont marqué les derniers jours la NBA et toute l'Amérique. Évidemment, on va parler de l'affaire de racisme qui entoure le président des Clippers, Donald Sterling.
Écoutez, effectivement, c'est l'histoire, c'est le scandale qui tourmente le basket et ça n'arrête pas d'enfler et d'enfler puisqu'on a déjà vu que les Clippers se sont rebellés sur le terrain pendant leur échauffement, pendant le game 4. Alors justement, regarde le geste de solidarité avant d'entamer leur match. Les Miami Heat ont répété le geste des Clippers en signe de protestation. C'est dire qu'ils ont retiré puis jeté à terre leur maillot d'entraînement. Au-delà des millions de la NBA, il y a tout de même un bel esprit d'équipe, Sarah Koskevic. Effectivement, on a vu que Barack Obama ou encore Magic Johnson ont parlé de cette affaire et se sont insurgés contre l'affaire, ce qu'on peut appeler maintenant l'affaire Sterling. Mais surtout, les Clippers commencent à être vraiment dans une mauvaise passe puisque le sponsoring qui aide évidemment le basket et les équipes à avoir de l'argent. Les sponsors commencent à se retirer ou en tout cas faire des pauses. On voit que State Farm, qui est un grand groupe d'assurance américain, décide de faire une pause. Ils l'ont tweeté il y a quelques jours. Et il se peut également que les autres sponsors fassent la même chose, ce qui serait critique, ce qui remettrait les Clippers dans une situation critique, puisque évidemment les équipes de basket ont besoin d'argent pour évoluer durant la saison. Alors après les déclarations du président Obama, là maintenant il y a des actes. Alors, et puis sur un sujet un petit peu plus léger, Sarah, il n'y a pas que les amateurs de sport qui suivent la NBA, les artistes sont fans aussi, comme par exemple le rappeur Drake. Voilà, exactement. On a vu le match Toronto contre Nets il y a quelques jours. Et d'un côté du terrain, on voyait le rappeur canadien Drake, qui est depuis assez récemment l'ambassadeur des Raptors de Toronto. Il était là, en bord de terrain. Et de l'autre côté du terrain, la chanteuse Rihanna, qui supportait, elle, pour le coup, les Nets. Mais ce qui rend tout ça très drôle, c'est que les deux rappeurs sont supposés être en couple ensemble. Et on les voyait chacun supporter leur équipe de chaque côté du terrain. On imagine presque qu'ils deviennent mascottes des Nets d'un côté et des Raptors de l'autre, un peu comme le faisait Spike Lee à l'époque à New York. Ça serait quand même une belle preuve de soutien et un gros appui pour les équipes respectives. Merci beaucoup, Sarah Koskevic. Et les bienfaits du sport dépassent parfois les frontières des terrains. Cette année, les Nations Unies ont décidé d'utiliser les vertus sportives pour changer le monde. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, vient de signer un accord avec le CIO pour développer des liens entre les deux institutions. À l'heure où l'on parle beaucoup de racisme dans le football et le basket, on vient de le voir, il est plus qu'important de rappeler que la vocation du sport est avant tout de rapprocher les peuples, sûrement pas de les monter les uns contre les autres. Il faut revenir aux valeurs et les fondamentaux du baron de Coubertin. Regardez le reportage de Merav Savir et Mathieu Tobman. C'est une étape historique. Les Nations Unies et le Comité international olympique ont signé un accord pour renforcer leur coopération. Les deux institutions veulent faire du sport un outil pour développer la paix dans le monde. Les deux organisations veulent utiliser le sport afin de construire un monde meilleur, une tâche complexe qui va nécessiter des efforts importants. Oui, le sport peut changer le monde, mais il ne peut pas le faire tout seul. Le sport doit être au service du genre humain, mais nous voulons nous associer à d'autres acteurs de la société. Cet accord arrive après les JO d'hiver de Sotchi, marqués par des incidents homophobes qui ont choqué l'opinion publique. Le gouvernement russe a été très critiqué pour avoir adopté des lois anti-gays. Des militants du monde entier ont souhaité que le CIO mentionne l'orientation sexuelle dans ses nouvelles lois. Mais l'organisation olympique a décidé de ne pas s'impliquer. Grâce à ce nouvel accord, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, réaffirme que le sport peut rendre le monde plus pacifique et plus tolérant. Le sport peut être utilisé pour effacer les différences culturelles, religieuses, ethniques et sociales. Je vais citer les propos de Magic Johnson au sujet de la controverse sur les Clippers de Los Angeles. Nous jouons avec des gens de cultures différentes dans le sport, c'est ce qui rend le sport si beau. Le secrétaire général de l'ONU fait référence à la polémique récente autour du racisme dans cette équipe. Le propriétaire des Clippers, Donald Sterling, a fait la une de la presse à cause de ses remarques racistes. Une conversation avec sa petite amie a été révélée et les réactions de sportifs et d'hommes politiques se sont multipliées. De Magic Johnson au légendaire Michael Jordan, en passant par le président des États-Unis, Barack Obama. Au même moment, en Europe, un supporter a lancé une banane au joueur du FC Barcelone, Dani Alves, lors d'un match contre Villarreal. Un acte malheureusement fréquent dans les stades, mais Alves a répondu intelligemment en ramassant et mangeant la banane avant de reprendre le jeu. Ses coéquipiers l'ont même soutenu, ils se sont tous filmés ou pris en photo en train de manger des bananes.
Des situations qui perturbent les grands championnats et qui laissent songeurs. Malgré cet accord entre l'ONU et le CIO, comment combattre et éliminer le racisme dans le sport ? La route vers la tolérance est encore longue. Le monde du sport devrait imiter le club de Villarreal qui a identifié et condamné le fan responsable. Si tout le monde suivait cet exemple et se montrait inflexible par rapport au racisme, ce texte pourrait faire la différence. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'info continue.